Salam alaikum, Azul, bonsoir. On dit de la politique, et encore plus de la diplomatie, qu'elles n'ont pas d'état d'âme. On dit aussi, souvent pour justifier des connivences honteuses de prétendues démocraties avec de vraies dictatures, que la raison d'État ne s'embarrasse jamais de vaines valeurs. Qu'à la guerre comme à la guerre, et que les États dits civilisés ne sont pas tenus de se préoccuper des intérêts des autres peuples, que charbonnier est maître chez soi, et autres lieux communs du genre pour justifier l'injustifiable lâcheté, disons-le, de ces pseudo-démocraties occidentales avec les atroces et quasi inqualifiables systèmes qui oppriment leurs peuples respectifs, qui leur ont volé leur souveraineté, qui les maltraitent, qui les pillent, qui dévastent leur nation, qui les plongent dans la violence, qui les massacrent, qui les appauvrissent, qui utilisent tous les moyens à leur disposition, y compris la presse, y compris la religion, y compris la justice, y compris l'armée, y compris toutes les institutions en trompe-l'œil pour réprimer ces peuples, les faire jeter en prison, les faire taire, les tromper, les tuer au besoin et tout ce que l'on peut s'imaginer d'indigne, d'abusif, de malhonnête, de criminel, et je passe sur le reste des qualificatifs idoines à ce genre de mafiocratie. En fait, et en vérité, ces démocraties occidentales fonctionnent en mode schizophrénique. Les grands principes renflants, lénifiants, pétaradants qu'ils revendiquent comme étant l'âme même et l'esprit de leur nation, dont ils font grand cas, qu'ils enseignent dans leurs écoles et qui figurent en lettres d'or sur les frontons de leurs institutions, sur leurs billets de banque et dans leurs cérémonies diverses, ne sont praticables qu'à l'endroit de leur propre société. Et encore, il y aurait tellement à dire sur cette question. Mais ne serait-ce que sur le plan de la forme, ils y mettent la forme. Un tant soit peu, et avec des mâles de valeurs livrées en kit. Mais quand il est question des autres, tous ces infra-humains, qu'ils font semblant de considérer comme leurs semblables, leurs frères humains, dont ils ont, sans aucune exception, colonisé les terres il n'y a pas très longtemps. Ces gens-là, ils n'en ratent pas une pour rappeler qu'ils ont tout fait pour arracher leur indépendance, n'est-ce pas? Et qu'ils ont d'ailleurs très bien fait, puisque c'est un devoir pour l'homme avec un H majuscule de refuser l'oppression et de tout sacrifier pour s'en libérer, fût-ce au prix de sa vie. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, entre les professions de foi humanistes et un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, entre les bien commodes raisons d'État dont on enrobe toutes les scélératesses, y compris les financements en dessous de table de ces campagnes électorales, ou des discrets et rondelés virements vers des comptes offshore, entre les juteux contrats à fragmentation qui génèrent des profits bien moins avouables que ceux qui se concluent en plein jour, entre tous ces dividendes somme toute légitimes quand on est né du bon côté du manche, oui, entre tout ça et la très ignoble réalité des choses, beaucoup reste à dire en effet, qu'on ne dit pas, qu'on ne se dit pas, qui ne se disent pas entre gens civilisés. On ne nous dit pas que ce sont ces démocraties occidentales qui installent quasi systématiquement les despotes de leurs anciennes colonies à la tête de leurs pays respectifs, qu'ils les considèrent comme des proconsuls ou des chargés de mission, souvent avec des feuilles de route très détaillées, même si elles sont toujours non dites,
On ne nous dit pas que les services secrets de ces démocraties occidentales ont toujours des relations de maître à subordonner avec les services de flicage de ceux qu'ils ont installés à la tête de leurs pays respectifs et qu'ils protègent, qu'ils renseignent sur leurs opposants et sur tout péril qui pourrait peser sur leur mainmise, sur la colonie. On ne nous dit pas que ces agents sont autorisés à faire semblant de critiquer quasi systématiquement l'ancienne colonie pour tromper l'ennemi qui est le peuple, ni qu'ils sont autorisés à blanchir et investir l'argent qu'ils ont volé à leur peuple dans le pays de leur maître, où ils ont systématiquement installé leurs pénates, leurs bobonnes, leurs engeances, où ils se font soigner, y compris de leurs addictions au tabac. Il y a beaucoup de choses que ne nous disent pas ces gens tellement attachés à leurs grands principes, à la raison d'État, à la non-ingérence réglable en fonction de la température qu'il fait dans le tiroir caisse. Et de la presse au droit international, en passant par toutes les institutions, tous les grands principes et autres machins interchangeables, nous restons, pour nos ex-colonisateurs, les meilleurs fournisseurs en main-d'œuvre à bon marché et à moindre coût, les éternels quémandeurs à qui on jette les miettes de ce qui est resté du butin arraché à la patrie d'origine, à qui on fait l'aumône quand ça ne coûte pas trop cher, de petites tapes sur le dos du démocratiquement correct via la kyrielle des ONG en tout genre qui savent si bien rédiger les grandes déclarations de principe. En attendant, la France officielle vient de nous dire, en nous regardant droit dans les yeux, et après avoir fait taire la voix d'Al-Maghribiya, qu'elle prend acte que des élections présidentielles ont eu lieu en Algérie et qu'il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel elle veut travailler. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Les naïfs qui pensaient que la France allait au moins s'abstenir de venir soutenir les mêmes qui sont au pouvoir depuis 1962, en se rend pour leurs frais, et les Noufambariyin Badissiyin vont pouvoir respirer un bon coup, petite récré, en attendant que le fonds de commerce revienne à ses bonnes vieilles habitudes de vieux renards déguisés en bouc émissaire, en victime expiatoire, en chétan rajim, qui fait semblant de trinquer dur pour faire croire que Eddoula Kaima, que l'esprit de novembre est toujours présent et que nos honorables agents de l'État veillent au grain. Algérie, lune de miel, franco-nofambaria badissia. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du NDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci C'est Jamal, merci pour cette invitation. Merci. Alors, Hassan Zahraoui, sociologue, merci d'être avec nous, Hassan. Merci Jamal de cette invitation. On salue toute l'équipe d'Al-Maghribiya et ce peuple, vaillant peuple algérien. Merci. Bon. Alors, depuis le Canada, Adel Jabbar, observateur politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Moi qui vous remercie pour l'invitation. Salam alaikum. Salut à vos invités sur le plateau et à notre peuple. Merci. Alors, avec nous en Skype aussi, depuis Toulouse, je crois, Fatih Titouche, militant politique. Fatih, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et puis bonsoir à tous vos invités et à ceux qui nous regardent. Merci.
Alors, donc, nous allons voir, nous allons parler des fameux novembristes bellicistes content enfin de recevoir le Drian. Nous parlerons aussi de M. Tebboune qui reçoit la première vague des médias. Du mardi 48, les étudiants toujours aussi déterminés. Et nous parlerons du Hirak, d'une façon générale, des perspectives. Alors, avant de commencer à en parler, j'aimerais que nous revoyions la fameuse vidéo de M. François Hollande sur l'alacrité. Hein, c'est un morceau d'anthologie, quasiment inratable, incontournable. Et après, nous verrons M. Le Drian lors de sa toute récente visite. D'abord, M. Hollande. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Là, c'était pendant le 4e mandat de M. Bouteflika qui venait d'être élu, et M. Hollande qui débarque parce que la rumeur avait circulé à ce moment-là que M. Bouteflika n'était plus là, qu'il était déconnecté. Élu entre guillemets. Entre guillemets. Oui, merci de me l'avoir rappelé. Et donc, M. Hollande qui nous rassure que M. Bouteflika est l'un des chefs d'État les plus prestigieux, les plus fins, les plus géniaux du monde, non seulement pour l'Algérie, mais pour tous les problèmes du reste du monde. Pour le monde, oui. Alors ensuite, nous allons voir M. Le Drian. L'Algérie a connu au cours de l'année écoulée une phase décisive de son histoire. Nous avons en permanence, au long de cette période, redit toujours la même chose. Nous avons toujours dit que c'était aux Algériens et à eux seuls de décider de leur avenir et de trouver ensemble les chemins d'un dialogue démocratique. Parce que cela faisait partie du respect que nous avons de la souveraineté algérienne. Les élections présidentielles ont eu lieu. Il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel la France veut travailler. Nos présidents et nos premiers ministres se sont parlé au cours des dernières semaines. Le président Tebboune a manifesté une ambition pour l'Algérie, celle de la réformer en profondeur pour renforcer la gouvernance, l'état de droit et les libertés, mais également... Terme un peu sibyllin, c'est comme je disais, c'est comme s'il s'excusait. Oui, nous respectons la souveraineté des peuples, comme s'il ne voulait pas dire, on sait qu'il y a une fraude, mais on ne peut rien dire. Et puis, oui, on respecte la souveraineté. Et écoutez, M. Tebboune, avant d'être élu, écoutez-le. Ça vaut le détour. هو حر يسوق البضاعة اللي يحب في بلاده وانا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف الا بالشعب الجزائري. نشوف تلفزيون عمومية فرنسوية باش نقولها باسمها. عندها الجزائر تقتصر في ساحة البريد المركزي وتقتصر في أودان. وزيرهم الخارجية يقول نفس الشيء، الآخر يقول واش دخلك فيها؟ تتكلم على فرنسا يعني. نتكلم على لا واضحه هذا صحيح تقصد به فرنسا يعني انت حسب ما فهمت انه المترشح عبد المجيد تبون انا ما نبغيش واش الجزائريين من الان راهو يحذر فرنسا في حال لا انا ما نحبش بصفه ولا اخرى حذرت وتواصلت باش فرانس 24 تملي عليا املاءات سياسيه. احنا جزائريين عارفين واش يخرجنا واش ما يخرجناش. قانع السيد عبد المجيد تبون انه فرنسا تخلط كبير تخلط كبير ما نقولش فرنسا رسميه ما نتجراش لهذه الامور ولكن في تخلط كبير يعني يبغي يفرض عليك رايه. وزير خارجيه يقول الجزائريين ماذا بهم لو كانوا يديروا فتره مرحله انتقاليه. الجزائر رافضين المرحله الانتقاليه، انت واش دخلك؟ طريقه احترام متبادل. تحترمني نحترمك، ما تحترمنيش انا ثاني ما نحترمش. ده ما كان سيتو يعني بكل بساطه. شوف الاستقلاليه نتاعنا، الاستقلال تاعنا، السياده الوطن. Brahim Younsi. Nous sommes devant la réalité politique. Eh oui. Hein? D'abord, M. Le Drian
a dit l'Algérie a connu par le passé, comme si la révolution est finie. Oui, en effet. Comme si la révolution est finie. Vous parlez de la révolution du 22 février. Oui, alors que, d'ailleurs, qui a choisi ce jour, c'est-à-dire hier, Oui. pour que M. Le Drian vienne à Alger, sachant pertinemment que le mardi, c'est un jour de manifestation. Et quelle manifestation? Celle des étudiants. Oui. Aussi bien le pouvoir illégitime et illégal, et j'insiste sur le mot illégal, du pouvoir algérien, et le gouvernement français veulent faire de la politique étrangère la politique intérieure de l'Algérie. Nous l'avons vu à Berlin, qu'on veut donner, engager une espèce, et la preuve, la venue de M. Le Drian et d'autres acteurs internationaux qui vont arriver en Algérie, qui vont venir en Algérie, ouvrir un processus de légitimation de ce pouvoir fantoche. Issu de la plus grande fraude électorale depuis 1960. D'une part, tout simplement parce que le pouvoir d'Alger a épuisé toutes ses cartes. Et la dernière carte, c'est l'élection, entre guillemets, présidentielle du 12 décembre dernier. Il n'a plus de jeu intérieur. Il n'a plus de cartes à jouer à l'intérieur. La preuve en est, il est en panne. Oui. Il est totalement bloqué à l'intérieur. Il ne lui reste qu'une seule fenêtre, c'est la fenêtre de la politique étrangère. Pas si bloqué que ça, puisqu'il nous en a parlé tout à l'heure, puisqu'il est en train de convoquer des partis politiques ou 10 partis politiques, vous savez, la presse. Vous savez que ces, entre guillemets, partis politiques, ces personnalités, je mets des guillemets aussi, qui se rendent à Al-Mouradia, ne sont pas les acteurs de la situation ou d'une situation qu'ils n'ont pas créée. Oui. Ils ne sont pas des acteurs crédibles aux yeux du peuple qui continuent et qui ne les ont pas et qui les fustigent, qui leur jettent la pierre. Donc le pouvoir est bloqué. Il n'a plus de marge de manœuvre intérieure, même s'il utilise ces partis, qui représentent quoi? Qui n'ont jamais rien représenté. Mais à l'international, Brahim Younsi, il va pouvoir jouer sur du velours, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ces partis étrangères, pour eux, c'est une question de raison d'État, parce que ce n'est pas quelque chose d'encore plus sordide. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on fait que la politique étrangère devienne une politique intérieure de l'Algérie. Parce que, y compris le gouvernement, nous ne le voyons pas agir à l'intérieur. Oui. Nous ne le voyons pas agir. Qu'est-ce qui se fait à l'intérieur depuis la nomination du gouvernement? Strictement rien. Strictement rien. C'est un vide systémique, c'est un vide abyssal. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gestion des affaires publiques. Parce que certains nous ont parlé, j'aborde provisoirement le sujet parce que mon ami Hassan Zahraoui voulait en parler, c'est de ceux qui, d'ores et déjà, ont enterré d'une certaine manière la révolution qui est toujours à l'œuvre. La révolution du 22 février. Absolument, je ne parle pas d'autres révolutions. Elle est toujours debout, elle est toujours là, la preuve, elle ne s'est pas essoufflée. Et nous l'avons vu hier avec les étudiants. Oui. Les étudiants qui sont le réacteur de la centrale nucléaire. Absolument. C'est le cœur battant de cette révolution et la sortie d'hier était tout aussi immense et dynamique que les précédentes. Malgré toutes les contraintes et toutes les embûches qui ont été mises sur la route des Tout à fait. Pour revenir à M. Hollande, oui. avec vous avez l'habitude de citer l'alacrité de Hollande. Je crois que c'est Hollande qui était peut-être ce jour-là dans une situation de lobotomie, pour dire ce qu'il a dit. Je crois qu'on lui a montré une autre personne que Abdelaziz Bouteflika. Oh non.
Il le connaît pour avoir consulté lui-même les rapports du Val-de-Grâce, des Invalides. Et d'ailleurs, tout le monde se pose la question, pourquoi s'est-il ainsi engagé dans cette prise d'otage en s'en rendant le complice... Oui, j'imagine ce que vous voulez dire. En s'en rendant le complice actif à travers cette déclaration, on se demande bien pourquoi. Hein. C'était à la veille de sa présentation, parce qu'à ce moment-là, il allait se présenter aux élections. Et que dans les campagnes électorales, on a souvent besoin d'être épaulé. Tout à fait. Hassan Zahraoui, sur cette connivence, pour le moins qu'on puisse dire, entre l'ancienne puissance coloniale et ce régime dont on connaît l'intimité avec, j'allais dire, ses maîtres d'outre-mer, encore qu'ils fassent un commerce de tout ce qui est colonial. On sait vous savez, il y a deux discours. Il y a un discours fourchu. Il y a le discours destiné à la rue algérienne où on stigmatise le colonialisme, le néocolonialisme et tout. Et il y a le discours très diplomatique et très sibyllin en même temps à destination des amis français. Alors. Les relations algéro-françaises, parce qu'on parle du côté algérien, ont toujours été très complexes. Il faut savoir que, ce qui se passe, ce n'est pas seulement la France qui est en train de légitimer. Il y a les autres puissances, monsieur Djemaldine, parce que la France, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, on leur avait vendu, on a dit cela, hein, que c'était Mehoubi qui allait être élu, et on a piqué une sorte de crise en disant mais on nous a trompés sur le futur candidat, etc. Ça a été, vous vous rappelez de cela? Tromperie sur la marchandise. Oui, voilà, trompé. Mais finalement, il y a eu une rencontre à Berlin, mais ce qui se passe, c'est que en coulisses, moi j'ai toujours parlé de ces acteurs invisibles, et c'est les plus dangereux pour les Hirak. Ces acteurs invisibles, bien sûr, c'est pas eux qui détiennent le Hirak, est face au pouvoir, face au système, face à la gouvernance qui dure depuis des lustres. Mais j'ai toujours parlé de ces acteurs invisibles qui sont importants, qui agissent en coulisses. Et donc le Drian, voyons Poutine, la Russie, voyons que la Chine travaille en souterrain, voyons et ayons peur, parce que qu'est-ce qui se passe dans ces... Vous avez dit à juste raison la raison d'État. C'est le marché. Il n'y a pas d'âme là. On traite... C'est aussi la chasse gardée. Voilà, oui, la chasse gardée, mais on se dit, mais la France perd du terrain. Beaucoup de terrain. Alors, le Drian, on voit effectivement un ministre des Affaires étrangères, pour le moins, pas très à l'aise quand même. Vous regardez, j'avais un ami au CNRS qui décryptait les images et, en fonction de la posture... Le langage du corps. Ouais, le langage du corps, etc. Il est assez mal à l'aise parce que, quand même, dire, comme le dit mon ami Ibrahim, que je salue, comme les autres qui doivent intervenir après, dire que l'Algérie a connu, mais c'est quoi? Est-ce qu'il ne connaît pas la langue de Molière, la langue de Voltaire, monsieur Le Drian? Elle l'a connue, elle connaît toujours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir enterrer un Hirak qui est plus que jamais debout, qui est là, qui est présent, n'en déplaise à ces intellectuels qui veulent dire que c'est un échec. Et c'est le même qui a parlé de transition qui a été qui est toujours la principale revendication de cette révolution. Absolument. Et c'est tout à son honneur à ce Hirak de ne pas être passé à l'étape suivante, celle qui pourrait être de la violence à laquelle moi je ne souscris pas. Je l'ai toujours dit ici, pas de confrontation entre l'armée et l'État. C'est d'ailleurs le credo. Oui, le credo. Non à la violence. Absolument. Silmia, Silmia. Et c'est ça. Et c'est sa force. Mais j'ai toujours dit que le pouvoir, lui, il voulait aller vite. Il voulait construire la maison par le plafond. On avait dit, je l'ai dit ici, c'est-à-dire en créant des présidentielles, on veut faire croire que tout est rentré dans l'ordre, ce qui est dans le désordre le plus total. Donc là, le Drian, il s'est dit, je vais en Algérie, maintenant, il y a eu une rencontre, Berlin, ça a été une opportunité, Tebboune, Macron, ils ont convenu qu'il fallait relancer le processus des relations franco-algériennes, d'énormes intérêts. L'Algérie suscite des appétits énormes, monsieur Djemaldine, parce qu'elle a des richesses. C'est un pays riche. Malheureusement,
Même maintenant, à la veille d'une crise économique qui va s'abattre Même sur le pays et qui laissera des traces Non. Un peu partout dans la région. Ah ça, oui, non, non. La crise économique, c'est une autre histoire. Mais les potentialités, la richesse. Je me souviens, en 92, d'un colloque international. À l'époque, l'Algérie n'était pas au mieux économiquement. Mais il y avait BNP, il disait BP, il y avait Total, etc. Il disait, mais l'Algérie, non, on ne peut pas on ne peut pas effacer la dette de l'Algérie. Parce que l'Algérie a les potentialités de payer. Et l'Algérie, c'est un potentiel, c'est un marché énorme, potentiellement. Donc, bon, le Drian, il tient un langage pour le moins convenu, c'est la langue de bois. Je suis désolé de le dire, c'est la langue de bois. Et c'est très très bien, ils sont au courant, ils savent très bien que ce peuple n'a pas démissionné, que les problèmes sont loin d'être réglés. Ce que M. Tebboune qui a dit « je suis le candidat du changement », souvenez-vous, je vais satisfaire les revendications du Hirak. Tous les candidats d'ailleurs le disaient. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on observe? On observe 11 ministres de l'ancien système Bouteflika. On fait le tour, on retourne, on est dans le ray-ray, le jeu de cartes. Donc, mais rien n'avance en vérité. Pour le moment, c'est le statu quo. Mais le statu quo, ça ne veut pas dire la défaite du Hirak. Pour les relations franco-algériennes, vous savez très bien que c'est la chasse gardée et que la France est toujours à la manœuvre. Effectivement, vous aviez rappelé peut-être avec des termes un peu forts, comme c'est votre personnalité, Monsieur Djamaldine, mais c'est vrai que c'est toujours le néocolonialisme n'a pas disparu et que on ne veut pas les chasses gardées. Du moins, les réflexes sont restés. Oui, les réflexes sont restés, mais c'est parce que, comme disait Malik Benabi, la colonisabilité est toujours là aussi. Oui, voilà, effectivement. le concept de colonisabilité, c'est-à-dire que donc on discute avec des indigènes. Et les indigènes, avec les indigènes, eux, ils doivent quand même, à un moment donné ou à un autre, il faut être responsable devant l'histoire. L'histoire, attention, l'histoire est là, elle jugera. Elle jugera pour le moment ces relations franco-algériennes, quelles que soient les formes qu'on lui donne. Pourquoi ces puissances, notamment la France, pourquoi n'agit-elle avec l'Algérie, le partenaire algérien, appelez-le comme ça, qu'avec une vision de court terme? Pourquoi n'envisage-t-il pas une vision à plus long terme, à moyen terme? On sait très bien qu'une crise économique sans précédent est déjà à nos portes, que la quasi-totalité de la jeunesse algérienne ne rêve que d'émigrer sur notre rive. Les Français, ils savent très bien cela. Mais non, pourquoi n'en tiennent-ils aucun compte? Mais Djamal, les intérêts immédiats, les intérêts à court terme et les intérêts à long terme, la France les calcule très très bien. Pour le moment, elle se dit, je ne veux pas perdre des marchés dans l'immédiat. Dans l'immédiat, perdre des marchés. Il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a un certain nombre de choses. La France dépend, si vraiment... Les considérations géostratégiques. Je veux dire que si la lucidité politique, je dis bien, et même la stratégie politique, devrait inciter le gouvernement plutôt à parier sur le moyen terme au moins, parce qu'on pense que ce Hirak, parce que pour le moment, il continue seulement de manifester et qu'il a quand même obtenu beaucoup de choses. Nous on déplace. Écoutez, rien que cette entreprise de dévoilement à l'échelle internationale, on a montré comment on a dilapidé, comment on a gaspillé, comment on a eu une série de prédateurs qui ont sucé le sang du peuple algérien. Bon, à ce moment-là, la France, elle voit bien que c'est une véritable révolution, celle qui veut un changement radical. Elle le sait, mais elle se dit, je parie pour le moment sur des contrats à court terme, le long terme, on verra bien. Mais elle serait perdante si le Hirak un jour arrive à obtenir victoire. Rapidement, Juste cela. Oui. Les intérêts français ne sont pas qu'économiques. Vous avez dit. Ah oui. Vous l'avez dit. Non. Elle a des stratégiques. Voilà. Elle a des intérêts culturels. Absolument. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, le régime envoie ses relais menacés de changer le français par l'anglais. Comme si ça pouvait se faire comme ça. Elle a des intérêts idéologiques. Et je crois que les intérêts culturels et idéologiques
pèse plus lourd que les intérêts économiques qu'elle a et qu'elle possède, etc. Et on rappelle que la France n'est plus le premier partenaire économique de l'Algérie. Elle a perdu sa place. Elle a perdu la place de la première. Elle a perdu la première place. Et ça, ça leur fait peur. Ça leur fait peur de voir qu'ils perdent du terrain là où Adel Jabbar, sur ce sujet. Sur ce sujet, moi j'ai une autre manière de voir les choses. Je ne pense pas que la France ait une vue à court, moyen ou long terme sur l'Algérie. Elle a une vue à l'éternité sur l'Algérie. Elle est présente en force depuis 1962. Ce n'est pas un rapport d'anciens colonisateurs par rapport à néocolonisés. C'est un rapport d'un maître à son servant. La France, au travers de la visite du ministre des Affaires étrangères, n'est pas venue pour autre chose que de renouveler un bail de domination vis-à-vis de ce que moi je considère comme étant ces appelés et ces pions d'Alger. Pourtant, à un certain moment, la France, notamment le ministre des Affaires étrangères, a donné l'impression de prendre un peu de distance, de parler de transition, du peuple algérien qui était admirable. Elle avait donné l'impression d'avoir du recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est de la cosmétique. C'est un produit de réclame qu'on trouve dans les rayons et dans la rue. On dit souvent que la diplomatie est la dentelle de l'hypocrisie, c'est-à-dire c'est le top du top de l'hypocrisie. Là, il s'agit d'intérêts. On invoque la raison de l'État assez souvent quand l'État lui-même perd sa raison. L'Algérie est captive de la France. Elle représente aujourd'hui, surtout depuis 1999, avec l'avenue de Bouteflika, un puits. Elle se limite à un puits de pétrole et à un pays armé qui fait de la sous-traitance pour pouvoir juguler, contenir et annihiler ce qu'on appelle par euphémisme le risque terroriste. Parce que l'Algérie, comme je le dis souvent, c'est pétrolistan, gazistan et sahélistan pour la France. Pas plus, pas moins. Je me souviens, il y a quelques années de cela, un élu d'extrême droite de la Côte d'Azur avait menacé le gouvernement algérien de l'époque, je pense que c'était Sindel ou Yahya, pour leur imposer de lui acheter ses pommes. Oui, oui, oui. Parce qu'il disait que ces producteurs de pommes allaient couler. Donc nous sommes un déversoir pour les marchandises françaises. Il les avait publiquement interpellés, sommés d'acheter... Bon, lui, il était un peu dans l'électoralisme, sa région, mais il avait sommé, Premier ministre, d'acheter les pommes de la région, quoi. On est dans une relation de soumission de nos indus dirigeants par rapport à leur employeur. La meilleure preuve que je puisse donner, c'est que ces gens-là, quand ils sont en fin de mission, ils vont où? Ils vont rejoindre la France. Ils s'installent, ils sont protégés, ils ont leurs biens, ils savent que ces biens ont été volés, mais personne ne les dérange. La France est là pour les protéger. Donc, tant et aussi longtemps, cette relation incestueuse prévaut pour les intérêts, pour la garantie des intérêts français en Algérie, rien ne changera. Ils ont besoin de leurs pions. Et ils vont continuer ainsi. Rien ne changera pour la France. Elle invoque assez souvent la stabilité. Ce régime dictatorial, militaire, lui offre la stabilité dont elle a besoin pour protéger son marché, protéger sa sécurité, contenir les risques d'immigration clandestine qui viendraient de l'Afrique ou d'ailleurs. Puis c'est beau, ça continue, il n'y a absolument aucun problème. Donc le Drian n'est pas venu pour nos beaux yeux, il est venu pour protéger les intérêts de son pays. Et honnêtement, j'estime qu'il travaille pour le compte de son pays. Il a tout à fait raison. Quand en face de lui, il y a des gens qui sont là pour brader. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un minimum de moralité? Je sais que les gens vont me prendre pour le naïf sidéral, hein, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un minimum d'éthique, de morale, quand on sait que ces gens-là ont pris en otage tout un peuple, qu'ils ont imposé à sa tête un handicapé intégral, et personne ne le sait mieux
que les Français, puisqu'il était au Val-de-Grâce et aux Invalides, qui n'ont même pas réussi à le rééduquer pour s'exprimer 3 minutes au peuple algérien. Les chefs de l'État le savent très bien. Est-ce que les gens et les politiciens du monde entier sont en train de voir chaque semaine 2 fois au moins, le mardi et le vendredi, des Algériens défiler par millions de façon pacifique, civilisée, hautement civique, revendiquer de très grands principes, de très beaux principes, la séparation des pouvoirs, une république démocratique, une justice sociale, la fin de la mafiocratie. Est-ce que ces gens, et tout particulièrement l'État français, ne voient-ils pas que c'est tout un peuple qui aspire à la liberté, à la dignité? La liberté pour eux, oui. La prospérité pour leur peuple, oui. Mais la prospérité pour des ex-colonies, des dom-toms, ils s'en foutent royalement. C'est le réalisme politique. Il y a même un proverbe français qui dit « L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne, c'est l'ami de lui-même ». Et donc, ils sont en train de nous démontrer tout le cynisme de la politique. Et on l'a souvent dit, répété, et on ne cessera jamais de le répéter encore, que dans les relations internationales, 2 choses prévalent, c'est les intérêts et la force. La France est aujourd'hui en position de défendre son pays-là. Elle a pris déjà possession d'une immense quantité de nos richesses pétrolières et gazières. Demain, ce qui l'intéresserait, c'est que ce pays-là redevienne une propriété de la France. Moi, je vous rappelle que Haïti, qui a accédé à son indépendance il y a 200 ans, elle vient juste de terminer de payer sa dette coloniale. Tout l'or de Haïti a été pris sans absolument aucun état d'âme par l'ex-colonie. La colonisation est ainsi faite. Elle n'a pas d'état d'âme, elle n'a que des intérêts à préserver, elle n'a pas d'amis. Et restez avec nous, Fath Titouche, sur ce point, sur cette connivence, appelons-la comme ça, entre l'ancienne puissance coloniale et ce régime qui de tout temps a toujours parfaitement servi non pas le peuple français ou l'État français, mais des comparses, appelons-les comme ça. Il y a toujours eu des relations très particulières entre politiciens des 2 côtés de la Méditerranée, jusqu'au financement chafouin, sournois de certaines campagnes électorales, de toutes les tendances en France. Le régime algérien finance toutes les tendances en termes de campagne électorale, jusqu'à des campagnes électorales locales. Pour vous dire. Oui, ils financent tout le monde. Ils arrogent très généreusement la presse, les grands patrons de presse. Il y a une vraie connivence. Et il y a un réseau de la France-Algérie qui est particulièrement puissant, qui réussit à influer sur les services secrets français, qui réussit à influer sur les grands décideurs politiques français. Je crois que c'est le moins que de dire connivence, Fath Titouche. J'aimerais vous répondre en 3 points, en fait. Le premier, j'aimerais rappeler qu'en 1987, un des plus grands leaders d'opposition algérienne a été assassiné, lâchement assassiné en France, à Paris. Les autorités françaises ont réussi à capturer l'assassin et l'ont renvoyé au commanditaire. Alors, on va citer les noms. Il s'agissait de l'assassinat de M. Ali Msili Rabbi Rahmou et de son assassin, Amello. Amello a été exfiltré par Charles Pasqua, mis dans un avion et renvoyé en Algérie, où il coule jusqu'à aujourd'hui des jours tranquilles. Et on peut rappeler aussi qu'ils avaient trouvé sur lui un ordre de mission. Pas un ordre de mission pour l'assassinat de Messili, mais un ordre de mission qui l'identifie comme étant un agent des services de renseignement algériens et qu'on a renvoyé quand même aux commanditaires, c'est-à-dire à ceux qui lui ont donné l'ordre d'exécuter un opposant algérien, militant des droits de l'homme, etc. Parce que Ali Msili a été surtout connu aussi après l'indépendance d'être le premier avocat qui a défendu des sans-papiers. C'était un militant des droits de l'homme et un militant aussi pour la démocratie en Algérie. Quand on rappelle ça, on se remet un peu alors des rapports qu'il y a entre l'État français et l'État algérien. J'aimerais aussi dire qu'il y a une différence aussi entre la France officielle et la France des intérêts. Cette France-là,
qui a des connivences avec le régime algérien et le peuple français avec lequel nous avons beaucoup de relations et nous devons prendre au sérieux cette relation en fait parce qu'il y a énormément de binationaux, il y a énormément de Français mariés à des Algériens, il y a une communauté mixte française et algérienne qui est assez importante. Justement, Fatih Titouche, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est très important. Vous qui êtes particulièrement actif sur le terrain en France, pourquoi est-ce que les activistes algériens, les hirakistes algériens, les militants algériens, ne font-ils pas appel au peuple français? Pourquoi n'essayent-ils pas de relayer ce qui se passe en Algérie par les médias libres français qui n'obéissent pas aux injonctions politiciennes? Pourquoi justement cette j'allais dire, négligence de votre part par rapport au peuple français qui laissez, vous et tous ceux qui activent, libre cours à cette connivence qui se concocte et qui se déploie comme elle le peut, très à l'aise? Personnellement, je ne crois pas que ce soit une négligence. Je crois surtout qu'il y a une sorte de vitesse du régime à répondre à la propagande assez rapidement. Et donc, du coup, beaucoup de militants sont un peu... sont un peu délicats par rapport à cette question. Ils la prennent avec délicatesse en ayant peur d'être instrumentalisés et donc du coup d'essayer d'assurer et d'afficher le plus souvent possible une sorte de distance vis-à-vis de la France parce qu'ils sont déjà, avec toute cette distance qu'ils prennent vis-à-vis de la France, ils sont déjà taxés, ils sont souvent taxés dans les médias et les relais du régime d'être des enfants de la France ou de França, des Harka et des serviles de l'État français parce que l'État algérien, il se sert aussi de ce discours, vous l'avez montré en introduction. Je voulais juste rajouter du coup... C'est le cas de ce journaliste de Chourouk qui a traité les hirakistes qui sont allés manifester à Berlin de tous les noms d'oiseaux que je n'oserais même pas traduire ici parce qu'ils ont manifesté pour alerter l'opinion publique allemande de la vérité en Algérie et de la fraude électorale qui s'y est déroulée. Absolument, absolument. Et ils ont cette machine de propagande assez importante qu'il ne faut pas négliger aussi dans le calcul de nos actions. Donc du coup, moi je suis pas loin d'être d'accord avec la stratégie prise par les militants agissant en France de prendre des distances par rapport à ça parce qu'on ne peut pas aussi s'encombrer de campagnes médiatiques qu'on ne pourrait pas gagner contre cette machine-là. Je vous disais que je voulais rajouter du coup les deux points. Le point de la souveraineté, il est important pour nous aussi de se dire les choses en face. Alors, il y a la souveraineté populaire pour laquelle nous militons tous, parce que nous voulons que le peuple restitue le pouvoir et qu'il puisse décider lui-même des affaires du pays, mais il y a aussi la souveraineté nationale. Celle-ci, il faudra qu'on se dise les vérités. La souveraineté nationale, elle prendra des années à se construire parce qu'il s'agit d'une souveraineté énergétique, il s'agit d'une souveraineté technologique, il s'agit d'une souveraineté alimentaire. Et ce genre de choses vont nous prendre énormément de temps. Nous pourrons avoir un gouvernement populaire du peuple, qui vient du peuple, honnête, avec des compétences honnêtes et intègres. Pour autant, nous n'aurions pas notre souveraineté nationale parce qu'il y a énormément de choses à construire dans tout ce désastre que nous aurait légué ce régime-là qui a passé 57 ans de règne à détruire toutes les infrastructures, à détruire toute vie dans le pays. Donc il s'agit de ça, parce que le point le plus important, c'est que on doit commencer à réfléchir aussi sur ces questions-là et les puissances occidentales, en fait, n'agissent que par pur pragmatisme. Et là où c'est le troisième point, là je vous rejoins, je pense comme vous que la France a une vision court-termiste, voire très court-termiste, s'agissant du cas de l'Algérie. Parce que un État qui ne sait pas prévoir, qui ne sait pas prédire l'avenir de ses alliés, parce que ce régime-là est finissant. Il est finissant. Ils n'ont même pas réussi à renouveler
leur façade. Ils avaient fait recours à des anciens du régime bouteflikeisme qu'ils ont eux-mêmes dénigrés pour se maintenir au pouvoir. Ils se retrouvent dans une contradiction, ils essayent maintenant de prendre des gens, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, mais ils ont énormément de mal à le faire. Le peuple s'est inscrit dans une démarche de rupture, pour pas dire le peuple, on va dire une partie du peuple au moins, ou une grande partie du peuple, et beaucoup de militants sont inscrits dans une démarche de rupture. Elle est visible à tous les yeux, à tous les regards aigus et lucides qui regardent la situation en Algérie. Ils savent qu'il y a là un processus irréversible qui s'est enclenché, et ce processus irréversible, à terme, mènera vers la chute de ce régime. Et effectivement, vous avez raison, la France ne réfléchit pas à moyen terme parce qu'il y a énormément de choses à construire, et c'est lié au premier point dont j'ai parlé, c'est-à-dire à la souveraineté nationale et à tous ces chantiers qui devront être faits. La France aurait gagné à être un partenaire dans cette reconstruction que d'être maintenant quasiment éliminé de tout partenariat dans l'Algérie de demain. Donc vous avez bien raison de dire que c'est une vision très court-termiste, et y compris s'il, c'est-à-dire d'un point de vue purement financier, purement diplomatique, sans parler des valeurs, etc. Et restez avec nous, Fath Titouche. Alors, nous allons aborder le deuxième sujet, qui est donc M. Tebboune, le président élu, entre guillemets, Brahim Younsi. Entre guillemets. Ou désigné. Et donc, qui est en train de déployer une stratégie tout azimut de réception des uns et des autres, qu'ils appellent consultation. Et donc, là, il vient de recevoir les médias. Nous allons voir quelques images. Alors, vous voyez le soir d'Algérie, il a reçu le soir d'Algérie, Al-Khabar, Al-Shourouk, Al-Hayat TV, le NTV, le quotidien d'Oran. Voilà, il les a reçus, vous voyez, donc ils sont en train de papoter. Voilà. Et très certainement, c'est la première vague. D'autres vont suivre, hein, puisque les titres de la presse algérienne se comptent par centaines. Que les chaînes de télé, c'est plus d'une cinquantaine, hein, pour vous dire. Alors, Brahim Younsi. Je ne reviens pas au sujet précédent, mais juste deux mots. D'accord, allons-y. L'Algérie est devenue l'homme malade. C'est un peu comme l'Empire ottoman à son déclin. Avec la Turquie, oui, qui était l'homme malade de l'Europe. Oui. L'Algérie est devenue... Qui a fini, il faut le rappeler, dépecé. Dépecé, etc. L'Algérie est l'homme malade, indéniablement. Donc, il est devenu le champ des rivalités internationales. Absolument. Vous pensez qu'on en est là? Oui, nous en sommes là, et vous avez deux acteurs. Mais si c'était le cas, il n'aurait pas pris le régime comme associé complice qui rentre dans des connivences, mais ça aurait été le contraire. C'est de le désigner en bouc émissaire. Ils ne peuvent pas ne pas le prendre comme complice, parce que c'est lui qui détient, qu'on le veuille ou non, la force. C'est lui qui détient la force armée. Oui, oui, et le pouvoir. C'est lui qui détient la force armée. Parce qu'il y a deux acteurs. Et c'est la raison pour laquelle la France a mis un peu d'eau dans son vin. Parce qu'il y a la Turquie qui est en train de faire une percée vers son ancien empire. Pour moi, elle est en Libye plutôt. Oui, mais y compris en Algérie. Mais en quoi l'Algérie pourrait-elle l'intéresser sur un plan économique, politique, sur le plan économique, stratégique, idéologique. Il y a tous les enjeux, sauf l'enjeu culturel pour la Turquie. D'accord. Et la France serait un rival potentiel? Ils ont été rivaux. Oui. N'oubliez pas que c'est les Français les Français qui ont délogé les Turcs. Les Turcs. Et vous pensez que les Turcs pourraient déloger les Français? Il y a une... En tout cas, Erdogan essaye. Ouais. Il veut le faire. Il se déploie, il se redéploie. Les deux anciennes puissances occupantes... Très franchement, je n'y crois pas trop. Je crois que la Turquie n'a, à mon avis, aucune chance réelle de pouvoir
s'implanter tel que vous êtes en train de le décrire. Il y a des sensibilités. Oui, c'est sûr. Il y a des C'est sensibilités. sûr. Par le côté islamiste, peut-être. Bon, c'est déjà un poids énorme. D'accord. C'est déjà un point énorme. Il y a des sensibilités. Donc la Turquie essaye de pénétrer, de revenir par ce biais-là, sachant pertinemment que les rivalités internationales commencent ça veut dire à la faveur d'un bouleversement éventuel? Ce n'est pas impossible. D'accord. Ce n'est pas impossible. C'est intéressant en tout cas. Mais rappelez-moi votre question première. Là, c'est M. Tebboune qui reçoit des gens et d'autres. Nous l'avons vu avec la première fournée, si j'ose dire. Oui, politique. Politique. Personnalité politique et parti politique. Bon. Vous pouvez les mettre en guillemets. Il y a que chez nous, on parle de personnalités politiques qui sont seules et qui auraient un pouvoir sur le peuple. Il n'y a que chez nous. Absolument. Il y a que chez nous. C'est vrai. Hein? Il y a que chez nous. Je ne l'avais pas remarqué. Et même les partis... On dit personnalité politique. Même comme les si partis, oui. Bon, quelle est leur influence sur la population? Zéro. Ouais. Zéro. Ouais. Et ceux que l'on sont reçus escalités, qui sont absolument consultés, auréolés, etc. Bon, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. Concernant ce que l'on appelle les partis, ce que l'on appelle les partis, quel est leur poids réel? Moi, je l'ai dit dans une émission précédente que c'est tous ces gens-là réunis, personnalités et partis politiques, se mettaient tous ensemble. Ils ne pourraient pas faire sortir, même si on leur donnait tous les moyens qu'ils voudraient, ils ne pourraient pas faire sortir le 1 millième du Hirak. Je suis généreux. Alors là, vous leur donnez trop. Voilà. Vous leur donnez trop. Mais c'est déjà tout dire. Je crois que les porte-paroles de Tebboune sont inefficaces. Et vous avez vu la première fournée, toutes ces personnalités, ces grandes personnalités qui sont sorties d'El Mouradia. On dit, le président m'a dit, le président a dit. Oui. Ils ont été les porte-paroles. On n'a même pas vu d'image. Hein. Aucune. Et la présidence n'a pas fait de déclaration. Absolument. Mais eux, le président m'a dit, le président m'a assuré que, le président va faire, etc. Ils sont devenus les porte-paroles d'un président fantoche. Et les médias vont jouer ce rôle-là et vont atténuer leur discours pour certains d'entre eux. Mais je suis tenté de vous remettre la question. Mais qu'est-ce que représentent ces médias en Algérie? Non, mais strictement rien. Ouais. Sans la perfusion financière de la publicité. Aucune crédibilité. Aucune. À part, je ne veux pas attaquer tout le monde de la même manière, à part quelques journaux dont je vois le titre, je ne veux pas citer, mais il y a certains titres qui ont un tant soit peu de crédibilité, disons. Un tant soit peu. Allez. Une larme. C'est méchant. Une larme. C'est la réalité. C'est la réalité. À l'époque, avec ce type de journaux où on empaquetait les sardines. Non, je crois non, parce que c'est une réalité. Mais à quoi ça rime? Qu'est-ce que veut Tebboune à travers ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Je présume qu'il doit avoir des objectifs. Il convoque des partis politiques et des personnalités politiques, appelons-les comme ça, qui ne représentent, comme vous venez de le dire, rien. Donc pourquoi les convoque-t-il? Pourquoi les consulte-t-il? Parce qu'il y a un formalisme. Et c'est la même chose pour des médias qui ne sont pas... Parce qu'il y a un formalisme. Ouais. Il y a un formalisme. Je ne crois pas que ça soit, permettez-moi l'expression, le marché intérieur qui l'intéresse. Parce que le marché intérieur connaît la... C'est destiné à la consommation internationale. Voilà. Le président qui consulte. Tout à fait. Il consulte d'une part, que la presse joue le jeu, que les personnalités politiques jouent le jeu, que certains partis politiques jouent le jeu, etc. Il ne reste plus que le Hirak. Voilà. Et s'il pouvait débaucher quelques hirakistes? Même là, je crois qu'il y a quand même la puissance du nombre. Et puis c'est là où le pouvoir a perdu beaucoup d'espace. Mais là, il a perdu la guerre du langage, la guerre du discours. La guerre du discours, c'est la révolution qu'il a remportée, qu'on le veuille ou non.
La révolution détient le langage. Et Tebboune, me semble-t-il, veut absolument réorienter la question du langage, la question du discours. Se réapproprier le discours. À travers, discours ambiant, à travers discours ceux qui sont allés dans toutes les télés ou qui ont fait des communiqués que la presse a publiés en long et en large et en détail sur ce que le président Fantoche leur a dit. Et les médias... Il serait donc dans la com, tout simplement. Tout simplement. Permettez-moi de citer, on en a parlé une fois ici, Roger Caillois, le sociologue français Roger Caillois, qui a travaillé sur la théorie des jeux. Il y a un premier jeu où le joueur est seul. Et c'est la révolution. Et vous avez un deuxième jeu et un deuxième joueur, ce sont les autres qui jouent pour lui. Ça veut dire ceux qui sont en face. Si vous voulez, mais il a d'autres gens qui jouent pour lui. D'accord. Il ne compte pas sur lui-même. Oui. Le pouvoir, Tebboune, le président Fantoche et son équipe ne sont pas en train de jouer eux-mêmes. Ils veulent que ce soit les autres qui jouent pour eux. Et certains ont accompli Mais cette... eux-mêmes, Tebboune et compagnie, sont en train de jouer pour les vrais décideurs. Eux-mêmes ne sont pas les auteurs. Oui, mais eux, eux-mêmes des interprètes d'une partition qui se concocte ailleurs. Le seul jeu, me semble-t-il, du président Fantoche et d'autres, c'est le champ extérieur, c'est le dehors. Et ils ont essayé de jouer au dehors à Berlin. Ça n'a pas beaucoup marché. Ouais. Ça n'a pas beaucoup marché. Le seul jeu qu'ils sont en train de jouer, que le pouvoir joue, c'est au dehors. Au dedans, le champ est occupé. Il ne joue pas, il ne peut pas jouer à l'intérieur. Sa dernière carte, il l'a grillée. Sauf, comme vous le dites, si c'est à destination d'une consommation extérieure. C'est la consommation extérieure. Hassan Zahraoui. Oui. L'Algérie, c'est un immense... ça donne lieu à des enjeux colossaux, très très importants. Ce n'est pas seulement destiné à la com, sans doute si on pense de cette façon. Je pense qu'il joue sa légitimité, sa crédibilité. Mais la légitimité, il ne peut pas la jouer, il n'en a pas. Oui, non mais justement parce qu'il n'a pas de légitimité, il essaye de montrer, comme le dit si bien Brahim, à l'extérieur que c'est un président légitime, puisqu'il est reconnu par des personnalités qu'il reçoit, des personnalités qu'il représente. C'est le sociologue Bourdieu appelait ça les porte-parleurs. C'est ce que je viens de dire, c'est les porte-parole. Ou même les haut-parleurs. Mais lui, bon, c'est vrai, c'est à un double niveau. Il y a à la fois quand même à l'intérieur pour s'acheter la crédibilité, parce qu'il se veut ouvert. Mais il est dans une position pour le moins contradictoire. D'un côté, il se dit ouvert, il libère certains prisonniers d'opinion, et de l'autre côté, il fout en tôle d'autres. Ce qui veut dire que... Et il refuse d'en libérer d'autres encore. Oui, et refuse d'en libérer d'autres encore. L'exemple des Karim Tabou et d'autres, on ne va pas tous les nommer, mais... Voilà, il est dans une position contradictoire. Il joue, il sait très bien que, écoutez, être élu avec, on l'a dit, c'est Al-Maghribia par une très faible majorité. Minorité dans le monde entier. Dans le monde entier, enfin majorité pour eux sur les 10%, mais dans le monde entier, tout le monde sait que l'élection, M. Tebboune n'a pas eu l'adhésion du peuple. Le Hirak ne le reconnaît pas. Mais vous êtes en train de dire quelque chose de très intéressant. Oui. Dans le même temps que vous dites que c'est à destination extérieure, de la consommation extérieure, que Brahim aussi l'a dit, et dans le même temps, vous dites tout le monde sait qu'il n'a pas été élu. Absolument. Il est produit de fraude. Donc il est en train de mentir à qui? Puisque ceux à qui il adresse ce message savent très bien qu'il a été élu par la fraude. Écoutez, on n'est pas dans le mensonge. C'est pas une question de mensonge là. Là, on est dans
c'est pas du mensonge. On est dans un théâtre étrange, bizarre, où on joue un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire on est un acteur, mais un acteur qui n'est pas dans son rôle. Un acteur qui n'est pas dans son rôle, parce que... On prend un train qu'on n'a pas choisi. Oui, il est désigné, donc il dit, lui, il veut à tout prix prouver. Qu'est-ce qu'a dit Mohsen Balabas, par exemple? Le RCD. Oui, le RCD. Bon, je n'ai pas pour habitude de citer le RCD, hein, mais bon, quand ils font des choses bien, pourquoi pas, tous les autres partis méritent. Pour le moment, ils ont une attitude réellement il a dit le en phase avec le Hirak. Monsieur Jamal, il a dit le véritable dialogue, il doit être transparent, il doit être public et surtout, il doit associer les principaux acteurs. Comment vous pouvez faire une pièce de théâtre sans que les principaux acteurs, c'est-à-dire le Hirak, soient absents? Le principal acteur. Si tu me permets, Hassan, parce que le pouvoir, le pouvoir ne s'adresse pas à ces gens-là. Ah oui, oui, non, le pouvoir s'adresse aux forces collaborantes. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, ces acteurs à lui. C'est aux forces collaborantes qu'il s'adresse. Ce qui a amené un intellectuel à dire que, donc, pour ne pas le citer, Kamal Daoud, je n'ai rien contre Kamal Daoud en tant que personne, je le connais de loin, mais ce qui l'amène à être pessimiste, bon, il exprime une certaine déception, à dire que le Hirak a déjà échoué. Non, il dit, c'est les villes, ce sont les villes qui se mobilisent. Est-ce qu'il a déjà été voir que des villageois se déplacent à pied et prennent le bus, viennent jusqu'à Alger et d'autres dans les autres villes? Est-ce qu'il a été voir qu'il a fait une sociologie il a dit qu'il a provisoirement échoué. Hein, oui, non. Il n'y a pas de provisoirement échoué, Jamal. Quand on échoue, c'est pas quand une révolution échoue, c'est pas il y a pas de. On est à sec. Le bateau est sorti de l'eau. Écoutez, Jamal, un mouvement. Hein, on fait un peu de physique, un mouvement. Quand il s'arrête, c'est pas. Vous le refaites démarrer difficilement. Le mouvement, encore, on peut le faire déclencher en remettant les facteurs à l'origine du déclenchement. Mais là, c'est une révolution, je le maintiens. C'est un mouvement révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est parti à partir de causes profondes, d'une crise sociale, culturelle, économique, politique de la société algérienne, qui était quasi bloquée depuis des années, des décennies. Donc là, il y a eu une libération. Mais permettez à ce peuple de donner du temps au temps, comme je l'ai dit une fois. Ce peuple, il a donné du temps. Donc, Tebboune n'est pas inconscient. Il sait très bien qu'il a en face de lui un peuple qui est déterminé. Parce que moi, je dis, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Hein, parce que j'ai toujours dit, je prends les téléspectateurs et téléspectatrices à témoin, vous-même, j'ai même dit, je vais écrire un article dans Le Monde, modestement, je vais l'intituler Le Tnahaouga ou la grande illusion. Mais non, après, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, il Tnahaouga, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Ibn Khaldoun disait, les hommes mettent du temps à prendre conscience du changement. Ce peuple, bon, il n'a pas été capable d'organiser, comme il faut le dire, ce mouvement sur Hirak n'a pas été jusqu'à pouvoir organiser une grève générale. Qu'est-ce que ça signifie pour le sociologue en tout cas? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire nation. Ils sont en train de faire l'apprentissage de la nation. Toute cette société a été fragmentée, cassée, détruite. Le lien social, le lien interrégional, le lien interethnique, le lien interculturel. On ne peut pas parler d'interreligieux chez nous. Il n'y a qu'une religion, c'est l'islam. Bon, il y a quelques chrétiens, majoritairement, oui. Mais il y a les minorités religieuses. Voilà, tous ces liens qui font nation. C'est-à-dire, Renan disait, une nation, au fond, c'est un esprit. Un sentiment. Un esprit. Donc, se reconnaître l'affaiblissement de la conscience collective, d'appartenance à un peuple, à un ensemble. Eh bien, celui-là, ils sont en train de le faire petit à petit. Or, M. Tebboune, le président, fantoche ou pas fantoche, peu importe, il sait très bien que, pour le moment, tant que le Hirak est dans la rue, vous savez, attention, que le Hirak me pardonne, hein, qu'on me pardonne cette comparaison. C'est juste une anecdote, mais qui est sociologiquement significative. J'ai l'habitude, comme ça, à des copains de la raconter. Il y a un renard qui se présente devant un poulailler. Hein. Il veut
manger une poule, bien sûr, ou 2. Et alors il tape, mais il y a le grillage, il ne peut pas rentrer. Et bien qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, je ne rentre pas, mais vous n'allez pas dormir toute la nuit. Et bien le Hirak, il continue, il ne pas, il ne bouge pas. Il a des revendications. D'après vous, est-ce que le Hirak connaît un reflux? Je pense qu'il y a des périodes, vous savez, dans tout mouvement. Absolument. Non, absolument. dans tout mouvement, Jamal. Il y a le flux et le reflux. Attendez les beaux jours pour juger. Attendez les beaux jours, parce que, vous savez, le temps peut jouer. Parce qu'il y a dans un mouvement comme ça, les conditions climatiques peuvent jouer, pas le rôle majeur, mais peuvent jouer quand même. La subversion, la contre-révolution. Absolument. Ben oui, les handicapés ne peuvent pas sortir par tous les temps, les jeunes pas par tous les temps, mais disons qu'il y a flux et reflux. Moi, je pense qu'il y a un discours qu'il faut absolument éviter. Un double niveau de discours. D'une part, que le Hirak ne se sente pas tout puissant, cette toute puissance, et ça c'est, il ne faut pas qu'il fasse preuve d'arrogance. Mais, à l'inverse, il ne faut surtout pas qu'il verse dans le pessimisme, parce que celui-là, il est néfaste. Or, on transporte un discours pessimiste ces derniers temps, selon lequel, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne viennent pas, certains découragés, d'autres veulent prendre la distance, d'autres veulent analyser pour mieux comprendre. Mais le Hirak, pour apporter de l'eau à votre moulin, le Hirak, la plus belle de ses revendications, c'est la transition. Or, qui dit transition, ça veut dire accepter que l'ancien s'en aille doucement. Et que le nouveau arrive doucement. Absolument. Jusqu'au point de jonction où l'ancien est parti et où le nouveau est enfin arrivé. Et donc, il n'est pas arrogant, le Hirak. Il n'a pas dit Tnaouga, c'est une forme de leitmotiv. Mais l'aspiration profonde, c'est la transition. Non, mais Jamal, attention. Contrairement à ce régime qui a imposé une élection frauduleuse. Non, moi, ce n'est pas une critique du Hirak. J'ai dit qu'il faut qu'il évite il faut qu'il puisse aussi, le Hirak, faire son autocritique et se dire qu'est-ce qu'on a fait. On avait un objectif, on avait une détermination, on avait une volonté, on est décidé. Ils ont réussi plein d'objectifs. Beaucoup d'objectifs. Alors, rapidement, Brahim Younsi. L'ensemble, mais ils ont des objectifs qu'ils ont atteints et on les félicite. La révolution a occupé tellement d'espace. Voilà. Tellement d'espace symbolique et réel. Symbolique et réel. Et tellement de choses ont changé. Il lui reste quoi? Il lui reste quoi à conquérir? C'est les lieux de pouvoir. Absolument. C'est les lieux de pouvoir. À amener les détenteurs du pouvoir à la table des négociations. Absolument. C'est tout. C'est les lieux de pouvoir. Tous les autres lieux, la révolution les a pris, investis, etc. Je ne vais pas employer le mot aujourd'hui, parce que je l'ai employé la dernière fois, beaucoup de gens ne l'avaient pas compris, mais le pouvoir est encerclé. Le pouvoir est encerclé, le pouvoir est assiégé. Il est en situation d'assiègement. Absolument. Il est en situation d'assiègement. Donc la question des lieux de pouvoir est très importante. Juste un mot pour ne pas que je sois mal compris. Quand je parle, je voulais dire plutôt la toute-puissance. Il faut qu'il mesure qu'il n'est pas dans la toute-puissance. J'ai bien entendu ce que vous vouliez dire. Parce que et les téléspectateurs aussi. Pour ce peuple et pour cette jeunesse pour dire cela. Alors, Adel Jabbar, donc au sujet de M. Tebboune qui maintenant reçoit les médias, nous dit-on, par vagues, une après l'autre. Le paradigme de ce régime-là n'a pas changé, c'est le même. Nous avions tous dit, avant les élections d'avril, de juillet et celles de décembre, que notre vie ne s'arrêtera pas au 12 décembre, puisque ces élections ou ce scrutin ne représente rien pour nous. Tout le monde savait qu'un président mal élu allait être extrêmement fragilisé sur le plan intérieur. La meilleure preuve, c'est que le Hirak ne s'est pas arrêté. Il est fort de semaine en semaine. Et sur le plan international, c'est une proie pour les hyènes, parce que les puissances étrangères sont là pour s'accaparer des richesses, protéger leurs intérêts et leurs marchés. Donc, M. Tebboune, son gouvernement ne représente strictement rien sur le plan de l'échiquier politique national ou international. Il reçoit qui il veut. Ce sont encore des anciennes méthodes, des gens qui ont saccagé ce pays. On est dans comment dirais-je, la conspiration des Florentins ou la conspiration des brebis.
C'est-à-dire qu'ils sont là pour essayer de se protéger. Comme le disait si bien Ibrahim, c'est un régime qui est totalement assiégé. Nous avions vu pendant 10 mois que les ministres ne sortaient pas, que les walis ne sortaient pas, qu'ils ne se faisaient pas écouter. Aujourd'hui, il y a une machine de propagande qui est inféodée au régime, qui est en train de sortir, de faire de la propagande pour dire le Hirak mat, le Hirak il est essoufflé. C'est une véritable révolution. La révolution, comme le disait si bien Che Guevara, c'est comme une bicyclette. Quand elle s'arrête de pédaler, elle tombe. Aujourd'hui, la bicyclette continue. Elle ne s'est pas arrêtée, elle est de plus en plus forte. Maintenant, ceux qui reviennent pour essayer de contenir cette révolution à de l'arithmétique, à des additions et des soustractions, ils ont fait tout faux, ou leur manière de poser la problématique est complètement fausse. La révolution est un état d'esprit, un état d'âme. Cet état d'esprit est toujours vivant chez les jeunes. Moi, j'ai vu une photo hier qui était extraordinaire, qui m'a ébloui. J'ai vu un jeune qui avait écrit à l'arrière de sa tête, en partant chez le coiffeur, 7 plus 8. C'est-à-dire qu'il est en train de transmettre un message à ce régime-là qui est sourd, parce que ça fait des millions de décibels qui ont été produits par la rue algérienne depuis 11 mois, il n'a pas voulu écouter. C'est un régime qui ne veut pas voir. Maintenant, on est en train de dessiner 7 et 8 sur la tête des jeunes Algériens pour leur dire, regardez ce que nous revendiquons. Le plan, la feuille de route du Hirak ou de la révolution de cette jeunesse est tout à fait claire. Ils veulent avoir un état de droit. Un État où prévaut... Mais à qui s'adresse Tebboune quand il convoque des gens, qu'il dit consulter? Est-ce, comme le dit Ibrahim Younsi et Hassan Zahraoui, c'est une consommation extérieure? Ou est-ce juste de la gesticulation pour faire croire à des choses, imprégner les gens petit à petit d'une forme de légitimité? À quoi ça sert? Mais ce régime nous a habitués à s'adresser toujours aux mauvaises personnes. Il ne s'adresse jamais à la bonne personne. Les gens qui sont capables d'avoir de la représentation légitime, ils sont connus. Et ce sont ces gens-là qui pourront normalement être, non pas convoqués, mais invités à aller discuter avec Tebboune. Et je ne veux pas être méchant. Tout le monde sait, et nous savons tous, que M. Tebboune ne représente rien. C'est quelqu'un qui a été désigné, intronisé, ramené pratiquement par le col de sa chemise, et installé, intronisé président de la République. C'est un monsieur qui n'a absolument aucune légitimité, aucune autorité, aucun pouvoir. Il reçoit des ordres et il les exécute. La meilleure preuve de ce que je dis, c'est que s'il voulait être réellement conciliant, faire de l'apaisement, faire descendre la mousse du nez qui se trouve sur la cuisinière, il aurait pu décider de lui-même de libérer sans absolument aucune condition tous les otages politiques. Mais ce serait reconnaître de facto que c'est lui qui donne des instructions à la justice. Libérez-les, faites-les rentrer en prison. Eux, ils font tout pour que ça se voit pas, quoi. Non, mais il est en train de dire aujourd'hui que le fardeau de la preuve repose sur les épaules des accusés. C'est une violation du principe essentiel en termes de droit que c'est à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité et non pas l'inverse. On nous transmet un message par l'intermédiaire de quelqu'un qui l'a reçu et qui dit la justice est en train de suivre ses instructions. Et puis c'est à la justice de prendre des décisions, et puis c'est aux accusés de démontrer qu'ils n'ont absolument rien fait. C'est kafkaïen, c'est du jamais vu. Et restez avec nous, Adi Djabbar, on est obligé d'aller un peu vite. Rabah Titouche, pardon, je me demande pourquoi Fatih, à chaque fois, vous appelle Rabah. Fatih Titouche, alors... Parce qu'il est toujours gagnant. Ah oui. Ah, il est toujours gagnant. Pas mal au niveau de l'analyse freudienne. Titouche, au sujet de ces consultations, d'abord avec les partis politiques ou dits politiques et les personnalités ou dites personnalités, et maintenant avec les médias? Si j'étais responsable dans le régime algérien, j'aurais fait pareil. J'aurais fait exactement la même chose.
Pourquoi? En fait, l'enjeu principal, je crois que nous n'arrivons pas à le situer. L'enjeu principal, ce qui dérange le plus le régime, c'est les idées. C'est des idées qui ne meurent pas, des idées qui se construisent, des idées que le Hirak, les gens voient le Hirak comme un nombre, comme des personnes, ou peut-être voient les gens qui sortent dans les rues comme uniquement des jambes finalement qui marchent ou des pieds qui marchent. C'est un véritable potentiel politique. C'est ça ce qu'il faut qu'on retienne. Qu'il y a un véritable potentiel politique qui s'inscrit dans quoi? Qui s'inscrit dans une idée qui ne peut pas mourir. La rupture. Quand des gens se rendent... C'est ça la chose la plus formidable qu'on a réussi, c'est que des Algériennes et des Algériens aujourd'hui dénient toute crédibilité à ce régime et voire les considèrent comme anti-algériens et anti-national. Ils les considèrent comme... pratiquement l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi du pays, l'ennemi du progrès. Et c'est cette idée-là, en fait, qu'on ne peut pas tuer. Et pourquoi? Pour quelle raison elle ne peut pas mourir? Parce que son objectif est lié à la chute et au départ de ce régime. Elle ne sera assouvie que si ce régime disparaît, que si ce régime décide de partir, que si on arrive à la faire triompher, c'est-à-dire à imposer au régime de partir et d'installer finalement une nouvelle démocratie. Et aussi, revenons sur les mots, parce qu'il s'agit de ça aussi, il s'agit d'une guerre médiatique, mais d'une guerre philosophique sur les mots, sur les termes. Il s'agit d'une révolution parce que la révolution ne dépend pas des nombres, elle dépend de l'objectif. Quand les gens parlent de l'ancien monde et du nouveau monde, quand les gens parlent du Nouvelle Algérie et de l'ancienne Algérie, quand il y a systématiquement tout le temps dans le Hirak une sorte de polarité qui s'installe entre le nous et le régime en mettant en exergue des valeurs qui ne sont pas les valeurs du régime. C'est aussi une guerre de valeurs où le régime est systématiquement en fait lié à des valeurs comme la corruption, à des valeurs comme la manipulation, la manigance, et alors que le peuple algérien dans le Hirak exprime d'autres valeurs qu'il voudrait être les siennes, la solidarité avec les détenus ou avec toutes les victimes de cette révolution. C'est pour ça que moi, personnellement, j'insiste toutes les victimes de ce régime. De ce régime, bien évidemment. Et c'est pour ça que, personnellement, j'insiste beaucoup sur ça. Parce que quand les gens vous disent il faudra qu'on essaye de créer peut-être des partis, pourquoi pas, et essayer de faire... Et c'est exactement ce que veut le régime. C'est exactement, absolument ce que veut le régime. Alors, Alain Bahtito, je me permets de vous interrompre. Nous allons faire un dernier tour de micro. Vous allez avoir droit chacun à 1 minute, mais vraiment 1 minute pour le mot de la fin. Brahim Younsi. En 1 minute. Que veut ce régime qui veut se pérenniser? Parce que c'est cela dont il s'agit. Il connaît sa fragilité. Il sait qu'il est très fragile. Il sait qu'il est isolé. Donc, il a entamé une espèce de processus de légitimation par le dehors. D'autre part, pour revenir aux étudiants, le message des étudiants est extrêmement important, me semble-t-il. Les étudiants sont en train de dire au régime, quoi que vous fassiez, nous ne partirons pas. Parce qu'ils ont l'habitude de voir les étudiants algériens partir, qu'ils aient leur diplôme ou pas, qu'ils aient leur master 1 ou leur master 2, ils savent que c'est le chômage, l'immigration ou la harga qui les attend. Mais là, ils lui disent, nous ne partirons pas. Nous serons là et nous changerons les conditions dans lesquelles ce pays se trouve. Hassan Zahraoui. Oui, je rejoindrai un peu ce que dit mon ami Brahim Younsi. Les étudiants représentent l'élite de demain. Sans eux, il n'y aura pas de nouvelle société. Je dis véritable révolution parce qu'une révolution, c'est un changement radical. Quand on est dans la profondeur du changement, à ce point, on est dans la révolution. Mais il ne faut pas transporter de discours pessimistes sur le Hirak. Ça, c'est le plus mauvais service qu'on puisse lui rendre. Sur Hirak, lui, de toute façon, même si on lui tient des discours pessimistes,
pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous ressentez quand vous voyez cette joie. On l'appelle la révolution du sourire, c'est pas par hasard quand même. Et nous ne voulons pas qu'elle se termine dans les larmes. Nous voulons que cette révolution aboutisse. Et c'est le sociologue qui parle. Absolument. Alors, Adel Jabbar, en moins d'une minute, s'il vous plaît. En moins d'une minute, moi je pense que le peuple algérien, et surtout sa jeunesse, qui est le futur de l'Algérie, n'a absolument aucune raison d'arrêter cette révolution-là jusqu'à l'obtention de ces revendications complètes, totales, intégrales et inconditionnelles. Je ne comprends pas l'entêtement de ce régime-là qui joue comme dans un casino l'avenir d'un pays contre leur propre avenir, l'intérêt de ce pays-là et de ce peuple contre ses propres intérêts. Je ne comprends pas leur entêtement. Ils ont mis 60 ans, ils ont saccagé ce pays-là. Aujourd'hui, j'ai lu le commentaire très rapidement du Conseil du gouvernement. Le gouvernement de Tebboune se réjouit de la réalisation de 2 marchés de gros en 2018 et il projette et il planifie la réalisation de 6 autres marchés de gros de fruits et légumes, et ça de la haute stratégie. À l'époque où l'Algérie était un pays, des pays qui étaient une dune de sable sont aujourd'hui en train d'investir dans les technologies, dans les technologies frontières. Et nous, on se contente, on se gargarise de discours. D'avoir réalisé 2 marchés de gros. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Faites Titouche, le mot de la fin vous revient pour de vrai cette fois-ci. Moi, j'ai juste envie de dire que dans mon pays, il y a un peuple qui construit une nouvelle Algérie, qui ne peut se construire que sur 2 grandes valeurs d'intégrité, de cohérence et d'indépendance totale avec la médiocrité du régime. Et j'ai rencontré dans la marche du vendredi d'il y a 2 semaines un Algérien de l'Algérie, de cette Algérie des quartiers populaires, qui me disait une chose, qui me disait que nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas proposer de solution, sinon nous l'aurions déjà fait. Nous comptons sur vous. Et c'est pour ces gens-là que nous nous battons. C'est pour ces gens des quartiers qu'on ne peut pas désespérer, pour le coup, parce que le régime les a mis dans une situation où il n'y aurait pas plus désespérant que leur propre vie quotidienne. Donc, s'il s'agit du désespoir, nous ne pouvons pas les désespérer. Et c'est à ces gens-là que nous devons toujours penser. Voilà. Merci Fatih Titouche, merci Adel Jabbar, merci Hassan Zahraoui, merci Ibrahim Younsi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Hassan Zahraoui qui nous disait qu'il ne faut absolument pas être pessimiste, désespéré, et Fatih Titouche qui va dans le même sens. Et n'oublions pas que ce qui a construit cet état d'esprit qui fait que le Hirak est devenu quasi indestructible, c'est bien Selmiya, Khawa Khawa. Merci beaucoup. Khawa la khair, salama.